Voilà, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Franck Kuczynski. Bonjour. Bonjour Lise. Alors, Franck, vous êtes le grand spécialiste en France de la méthode Feldenkrais, mais ce n'est pas avec cette casquette que je vous reçois ce matin dans le studio de Radio J. Ce matin, nous allons rendre un hommage. Alors, j'avais envie de commencer cet hommage, on va dire à qui dans quelques instants, par une phrase d'un ami et collègue qui a des émissions sur Radio J. Il ne sait pas que je vais parler de lui, je cite Raffi Marciano. Et Raffi, pendant des années, et encore maintenant, il nous a toujours dit: on ne rend pas assez d'hommage aux gens. Il faut rendre hommage. Il faut se rappeler qui ont été les personnes qui ont lutté pour nos libertés, pour nos droits. Il faut rendre hommage. Donc, Raffi, merci de ce conseil, puisque ce matin, nous allons rendre hommage à une grande dame. Et cette grande dame, c'était Aviva Kuczynski, votre mère. Pour ceux qui nous regardent, on voit en fond d'écran, on voit la photo d'Aviva Kuczynski, Aviva avec un casque sur les oreilles, parce qu'elle avait des émissions régulières sur la fréquence juive. En fait, dans les années 70 et 80, Aviva a été vraiment la grande prêtresse, entre guillemets, c'est pas, bien sûr pas péjoratif, de la sauvegarde des Juifs du RSS. Elle a lutté inlassablement pour leur venir en aide, pour essayer de faire sortir ceux qui voulaient, pour leur apporter de l'aide, en monnaie, en argent, en nourriture. Enfin, elle était incroyable. Elle était partout. Elle était de toutes les manifestations. Et Aviva Kuczynski, ça a vraiment été un nom qui a marqué sa génération. Vous êtes d'accord avec moi ? Merci Lise pour ces propos tout à fait élogieux. Je crois que le combat qu'a mené ma mère en présidant le comité de solidarité avec les Juifs d'URSS a été un combat pour l'ensemble du peuple et notamment pour faire sortir les Juifs soviétiques qui souhaitaient émigrer et à qui on refusait en fait le visa, à qui les autorités soviétiques refusaient le visa. Alors c'est peut-être un combat d'une génération qu'on a un tout petit peu oublié aujourd'hui. Et c'est dommage, donc c'est bien de le rappeler. Mais je crois que ce combat est inscrit aussi un petit peu dans nos racines militantes, dans nos racines juives. C'est-à-dire que dans le monde entier, des communautés se levaient et disaient « laisse rentrer mon peuple ». Laisse partir mon peuple, let my people go, et c'était vraiment un leitmotiv très très fort. Et en France, bien disons qu'elle incarnait peut-être cette voix avec d'autres, hein, bien entendu. Le travail militant n'était pas un travail qui se faisait seul, loin de là. Elle le faisait peut-être d'une manière un peu plus à l'époque. Plus médiatique, un peu plus forte. Elle était très péchue, elle avait vraiment compris ce que pouvait être la communication. À l'époque, oui, sans les réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux. Mais on la connaissait, on connaissait son nom, et on savait qui elle était et ce qu'elle faisait. Et ce qui a marqué sans doute bon nombre d'hommes politiques, c'était sa très grande détermination. Alors, un homme politique, on va en recevoir un dans quelques instants. Il s'agit de Serge Blisco, ex-maire du 13e arrondissement de Paris. Mais d'abord, j'aimerais, avant qu'on accueille Serge, que vous nous racontiez un petit peu quelques mots sur son enfance. Elle est née en quelle année, Aviva Kuczynski, Franck ? Aviva est née en 1933. Dans le 18e arrondissement, dans une famille très modeste. C'était la cadette d'une famille de 7 enfants. Son père était ouvrier, il faisait la presse, il était payé à la pièce, et je peux vous dire qu'ayant vu le fer à repasser qu'il maniait, c'était vraiment quelque chose de très très lourd. Et sa mère était, ma grand-mère, mère au foyer. Bah oui, avec 7 enfants, on imagine, c'est sûr. Alors,
au sortir de la guerre, donc elle a certainement été enfant caché, elle a porté l'étoile jaune. Elle a effectivement porté l'étoile jaune, elle se cachait dans Paris avec sa mère, Elle avec avait l'une de ses 33 sœurs. Elle avait 9 ans. Elle avait 9 ans quand elle portait l'étoile jaune, et surtout, peut-être l'un des faits marquants, c'est qu'elle se disait, mais comment se fait-il qu'on soit persécuté? Il n'y a pas de juifs aux États-Unis qui peuvent intervenir, il n'y a pas de juifs dans le monde qui pourraient se bouger. Nous aider. Et souvent, elle rappelait ça pour justifier son combat pour les Juifs d'Urs, parce que c'était pour elle quelque chose qui l'avait profondément marqué, à la fois le port de cette étoile et puis le fait de devoir se cacher dans Paris. Alors son parcours professionnel au sortir de la guerre, elle fait quoi? Elle s'inscrit pour devenir sténodactylo. D'accord. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec le combat pour les Juifs d'Urs? C'est bien tout simplement, en tant que sténodactylo, d'abord, elle-même, il y avait à l'époque où elle militait pas encore d'ordinateur et de traitement de texte, donc elle tapait tous ses courriers. Et puis, elle prenait toutes les réunions en sténo. Le sténo, vous savez, c'est ce langage. Bien sûr, oui. Écrit très très rapide, qui permet de prendre des notes. Et donc, ça lui permettait d'écrire très très vite et d'avoir des rapports qui étaient faits, des rapports de réunion où elle rencontrait des hommes politiques, par exemple. Et puis, au fur et à mesure, elle devient secrétaire de direction et elle devient notamment secrétaire de direction de Bruno Coquatrix à l'Olympia. Ah ouais. Alors, vous étiez déjà né, vous? Alors, pas encore. Pas encore. Pas encore, donc figurez-vous. Vous avez raté tous les concerts, non, je plaisante. Parce que, alors, j'y suis allé quelques années plus tard, mais elle travaillait l'après-midi en tant que secrétaire, et puis le soir, elle était ouvreuse. Bien sûr. Et même quand elle était enceinte, elle était ouvreuse également, et elle a arrêté ce travail à l'Olympia quand je suis né. Alors, on va accélérer un peu. Dans les années 60, à la fin, elle devient l'une des premières enseignantes de yoga formées en France, et elle pratique le jeûne qui va beaucoup l'aider dans sa lutte pour les Juifs d'Urs. Et puis, elle était au MRAP et elle décide, avec votre père, de quitter le MRAP en 67. On comprend pourquoi. Alors, là, on va peut-être, avant de rentrer directement dans la phase de militantisme, on est en ligne avec Serge Blisco, qui est donc l'ancien maire du 13e et qui a beaucoup milité avec elle. Cher Serge, bonjour. Bonjour. Salut d'abord à Franck Kouchniki, et puis merci à toi, Lise, chère Lise, Amiel Gutmann, de donner l'occasion de rappeler la mémoire de cette grande dame, comme tu l'as dit. Alors, Serge, donc cette grande dame, tu l'as bien connue? Alors, je l'ai moins connue parce que, comme tu l'as dit, j'étais dans le 13e, et c'est d'abord, comme Franck le disait, une fille du 18e arrondissement. Oui. Et donc une militante du 18e, une militante socialiste, et c'était l'époque de la fameuse, je ne sais pas si ça dit encore beaucoup de choses, de la fameuse bande du 18e, avec autour de Lionel Jospin, Delanoë, Vaillant, et bien d'autres, Estier, qui a été à l'origine, avec d'autres, du renouveau du Parti socialiste dans Paris, et très très importante dans le 18e arrondissement. Alors et je crois... Aviva, oui. Elle était vraiment... j'allais dire l'aiguillon de ces gens de gauche dans le 18e arrondissement. Oui. Franck n'a pas l'air tout à fait OK. Alors, non, c'est vrai que ma mère était de gauche, elle n'a pas été membre du Parti Socialiste, mais elle connaissait bien effectivement toute la bande du 18e, et Bertrand Delanoë est un ami très très proche, Lionel intervenait souvent effectivement sur les Juifs d'Urs, et d'ailleurs, tout le groupe des personnes qui étaient autour de Bertrand Delanoë et qui ont pu ensuite aller à l'hôtel de ville de Paris étaient des personnes qui avaient beaucoup milité pour les Juifs d'Urs. Bertrand Delanoë lui-même était parti en 1983. Oui, c'est grâce à un congrès. C'est grâce à Aviva, dit Serge. Vous allez peut-être mettre votre casque, Franck, parce que sinon vous ne pourrez pas entendre. Voilà. Donc c'est grâce à Aviva, vient de nous dire Serge. Alors, Serge, quel souvenir avez-vous d'elle en tant que femme dynamique, pétillante? Racontez-nous.
Ah ben écoutez, d'abord c'était une militante et une activiste, hein. Une militante pour les Juifs durs, une militante pour ce qu'on appelait à l'époque les refusniks, et je suis cette période qui a commencé dès le début des années 70. Vous vous rappelez qu'il y avait eu un avion détourné par des jeunes juifs au-dessus de Leningrad à l'époque, et qui avait été quasiment, je crois, condamné à mort pour cet acte qui était tout à fait novateur et tout à fait grave en Union soviétique. Il est grave partout, mais là-bas, oui. Encore pire. Il y a eu une campagne pour effectivement éviter la peine de mort aux gens de Leningrad. Et puis après, il y a eu bien sûr Sharansky, il y a eu bien d'autres héros. Et c'est là qu'on a forgé le concept de refusnik, ceux à qui on refuse le visa pour sortir du RSS et pour partir vers Israël. C'est un combat qui a commencé vraiment à la fin des années 60, dans les années 70, et qui s'est achevé en 1990-91, avec après la chute du mur de Berlin, l'écroulement de l'Union soviétique et la liberté de sortir pour les juifs de l'URSS, qui sont sortis d'ailleurs massivement. Massivement, je crois que plus d'1 million de juifs sont sortis, ont eu un visa pour partir, oui. Pour quitter l'URSS. Et je dois dire ici que si nous avons pris conscience en France et à gauche de ce combat essentiel pour les droits humains, pour le droit de vivre là où on a envie de vivre, et aussi pour ceux qui voulaient rester, de vivre dans une culture, dans leur culture juive, et de ne pas être en fait cachés. C'était les maranes de l'époque, à cette époque-là, oui. au XXe siècle. C'est grâce en particulier à un centre de personnalité, dont Aviva Kuczynski. Eh bien, merci pour ce bel hommage élogieux, cher Serge Blisko. Et on vous souhaite une bonne journée quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci. Au revoir, bonne journée. Alors, Franck, quel type d'action elle menait, Aviva Kuczynski ? Alors, l'idée était vraiment de cibler les autorités soviétiques. Pourquoi ? Parce que nous savions que nous avions affaire à un régime qui était très autoritaire et très centralisé. C'est-à-dire que n'importe quelle action qui pouvait être faite, qui les visait, était remontée à l'ambassade, puis au ministère des Affaires étrangères, et donc les actions étaient connues en interne par les soviétiques. Alors, on visait en priorité le consulat, l'agence Intourisme, qui était l'agence officielle de tourisme soviétique, l'aéroflotte, par exemple, et puis on essayait également de prendre par surprise parfois des délégations soviétiques qui venaient à des colloques à Paris. Puis par surprise, je me souviens d'activistes qui, quand il y avait par exemple les chœurs de l'armée rouge qui venaient, se précipitaient sur scène et balançaient des tracts, des centaines de tracts dans la salle en criant « Liberté pour les Juifs durs ». Alors il y a eu effectivement beaucoup d'actions qui ont été faites à chaque fois qu'il y avait notamment des représentations artistiques, mais on avait un dilemme, on ne voulait pas s'en prendre aux artistes. Bien sûr. Donc souvent on intervenait pendant l'entracte, ou on intervenait juste avant le spectacle. On intervenait quand les gens rentraient pourquoi ? Tout simplement pour respecter les artistes. Alors vous aviez quel âge à cette époque ? Moi j'avais entre 20 et 30 ans. Voilà. Et donc vous avez milité avec elle ? Alors, je ne vous cache pas que j'étais l'un de ses plus proches conseillers. On en parlait toutes les semaines. On avait des fois, et vous-même, vous êtes à l'origine du CLES. Alors, ce mouvement étudiant, sioniste, socialiste. Moi, j'étais parmi les adhérents et les militants du CLES, et c'est par le CLES que j'ai connu la problématique des Juifs durs, puisque la problématique des Juifs durs, c'était l'un de nos thèmes de bataille militants. On l'abordait d'ailleurs non pas avec un anticommunisme primaire qui aurait desservi la cause, mais simplement sur le plan des droits de l'homme et sur le plan d'un combat sioniste. Bien sûr. C'est en étant militant de ce mouvement, on avait reçu des coordonnées de refusniks à qui l'on écrivait et que l'on devait soutenir, et c'est en voyant ça que ma mère a pris conscience de ce problème et a souhaité ensuite faire intervenir des hommes politiques pour donner une autre dimension à ce combat. En fait, elle a l'occupation qui lui est remontée à la gorge, et je pense que dans sa tête, elle a dû se dire « ça recommence ». En tous les cas, pas chez nous, mais là-bas.
elle a voulu se dire, il ne faut pas que ça recommence. Il ne faut pas que ça recommence, bien sûr. Surtout, et donc, mobiliser des hommes politiques, mobiliser également des médias. Alors, certes, elle avait une émission régulière sur cette fréquence et elle invitait des hommes politiques. Ensuite, elle en faisait un compte-rendu dans le journal Actualité Juive où elle avait également une tribune régulière. Oui, alors elle était sur la fréquence juive, on la voit en fond d'écran avec un casque sur la tête en train d'animer une émission de radio. Elle était dans ActuJ de l'époque et donc il y a eu le jour où elle a été reçue à l'ambassade du RSS à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors, à notre grande surprise, et c'était sous la période de Gorbatchev, sous la période de la perestroïka, eh bien, les autorités soviétiques ont accepté de la recevoir. C'était la première personnalité au monde à être reçue dans une ambassade soviétique pour parler des Juifs d'Urs. Ah oui. C'était un vendredi après-midi, vers 15h. Elle avait méticuleusement préparé son Shabbat avant. Elle m'avait dit, j'ai préparé Shabbat. Elle y est allée. Elle avait dit au chauffeur de taxi qui l'avait déposé, retenez bien le fait qu'il est telle heure, je descends, retenez bien mon visage parce que vous pourrez témoigner si jamais il m'arrive quelque chose. Et vous étiez au courant ? Et moi, j'étais bien sûr vous deviez être stressé, oui. Pas en début d'après-midi, mais l'entretien a duré très longtemps. Plus de 3h30. Mon Dieu. Et je vous cache pas que quand elle est rentrée à la maison à 7h30 le soir et quand on a entendu la clé dans la serrure, on était très soulagés avec mon père. Parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque, je le rappelle. Bien entendu, oui. Bien entendu. Et l'entretien a commencé d'ailleurs sur un volontaire quiproquo des autorités soviétiques qui la recevait comme une dite journaliste. Et ma mère leur a tout de suite dit, attendez, vous me recevez comme journaliste, mais vous savez très bien mes actions politiques, je ne suis pas journaliste. Et donc, vous recevez là la présidente du comité de solidarité avec les Juifs d'Urs et on va parler des Juifs d'Urs. Et les soviétiques avaient d'ailleurs des arguments à faire valoir. Quand ils parlaient des droits de l'homme avec ma mère, ils expliquaient que les droits de l'homme, c'était pas l'idée de pouvoir partir où on voulait, c'était l'idée de pouvoir travailler, de pouvoir être éduqué, de pouvoir être en bonne santé, etc. Et ma mère leur expliquait, à chaque fois qu'elle avait des soviétiques, elle leur expliquait que elle avait voté communiste jusqu'en 1967, comme une grande partie de la communauté juive d'ailleurs, que par ailleurs son père avait pleuré à la mort de Staline, ça s'invente pas. Non, c'est vrai. C'est réel, qu'elle avait le plus grand respect pour l'armée rouge, et que donc, au lieu d'avoir un discours frontal, anticommuniste, qui en fait était le narratif voulu par l'ennemi, si je puis dire, eh bien, là, les soviétiques étaient désarmés, parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de moyen de lui répondre d'une manière efficace et structurée. Bien sûr. Et il se trouve que, quelque temps après, oui, les portes se sont ouvertes. Voilà. Oui. Elle était ressortie de cet entretien en disant, il va se passer quelque chose, il faut continuer à militer, il faut continuer à enfoncer cette porte qui, visiblement, s'est entrouverte. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Et c'était au contraire un appel à renforcer l'action et à aller plus en avant. Et elle avait pris le compte-rendu de cette réunion, par exemple, en sténo. Voilà. Oui. Elle avait également refusé de boire ne serait-ce qu'une gorgée d'eau au sein de l'ambassade, de peur d'être on a compris. Victime d'un produit d'un empoisonnement ou quelque chose comme ça, bien entendu. Alors, une dernière phrase avant de se quitter. Quelles leçons et quelles valeurs ont été portées dans ce combat et qu'on doit retenir ? Je crois que le combat pour les Juifs d'Urs, ça a été l'un des rares combats humanitaires victorieux de cette seconde moitié du XXe siècle. C'est un combat où l'ensemble des communautés juives se sont mobilisées dans le monde pour porter soutien et assistance à leurs frères. Et je dirais que le maître mot, c'est la solidarité et l'engagement. Bien sûr. Alors, je voudrais finir cet hommage à Aviva Kuczynski en donnant peut-être, si vous êtes d'accord, le nom d'autres activistes, qui n'étaient pas à la tête de l'association, mais qui sont allés là-bas. Je pense à Annie Minsky, qui est partie là-bas avec des voyages invraisemblables. Faudrait qu'on rappelle un peu ce qu'ils ont vécu plus souvent. On va reprendre rendez-vous. Je pense à Rafi Marciano. Je
pense à Thérèse Milner, je ne sais pas dans quel sens le dire, qui a beaucoup lutté également. Et je ne dis pas que c'est grâce à cela, bien sûr, que les Juifs du RSS ont pu sortir, mais comme votre maman, Aviva Kuczynski, ça a été un mouvement international qui a permis cela, Franck. Les autorités soviétiques voulaient faire taire les Juifs d'URSS et nous leur avons donné la parole. Bravo, on continue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et quand vous le souhaitez sur Radio J et on se souviendra d'Aviva Kuczynski. Merci Lise.